Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du CRT ne répond plus. Et on ne répond plus de rien. Bienvenue dans cet épisode spécial octobre, à savoir spécial Halloween. Donc on vous a réservé une petite surprise dans la section les recos tard l'époque qui vont un peu être modifiés. Et donc aujourd'hui on va traiter de plusieurs actualités, à savoir dans un premier temps la fermeture de la chaîne Game One et J1. Dans un second temps nous allons parler de la dernière actualité One Punch Man et d'une assez mauvaise nouvelle qui nous a été transmise par le studio d'animation. Ensuite nous allons parler donc des derniers collecteurs qui sont sortis et on va un petit peu se questionner sur est-ce que finalement des collecteurs il n'y en aurait pas un petit peu trop. On finira bien évidemment avec la question du public. D'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram mais aussi sur TikTok afin de pouvoir être au courant de la question du public. Et bien évidemment avec la section Spooky. Mais attends, j'ai oublié, il y a aussi le jeu rigolol. Ah oui. Un jeu rigolol édition spéciale parce que Madame a commencé JoJo's Bizarre Adventure. Pour ceux qui suivaient l'émission depuis un certain temps, vous saviez qu'elle avait commencé. Ouais. Mais là, on va faire un petit test spécial JoJo, rien que pour l'occasion. Je sens que je vais être mauvaise. Sur ce, commençons tout de suite avec la première rubrique. Bon, avant tout, petit trigger warning, il se trouve qu'on a fait la fête un peu trop tard hier, donc je vous le dis, moi, je suis pas trop performant aujourd'hui. Oui, c'est bien de préciser toi parce que moi ça va. Ouais, bah, Et je suis un peu au ralenti. Les jeunes vous tenez plus l'alcool, c'est dramatique. Ouais, pourtant on a de la bouteille, mais il se trouve que quand on fait une petite période d'abstinence au niveau de la boisson... Non mais ça me fait passer pourquoi du coup là? Oh Bah d'accord, ok très bien. Ouais, et ça m'attaque de façon assez basse vis-à-vis de Oui, l'âge. je vois ça, ouais d'accord, ça rend coup pour coup. Ok, je note. Commençons du coup avec la section actu du jour, à savoir vous n'avez pas pu le manquer sur Twitter et tous les réseaux, c'est la fin d'une époque. C'est la fin de quelque chose qui nous a porté, qui a introduit pas mal de gens dans le monde du manga. C'est la fermeture de la chaîne Game One et J1. Le contexte de la fermeture, donc on contexte juste rapidement, ils appartiennent au groupe Paramount et que vous savez, il y a des groupes, par exemple, vous connaissez Bolloré, il a un groupe qui est le groupe Canal, tout ça et tout, et donc des fois on restructure, des fois il y a du budget qui est injecté dans un truc ou l'autre, et il se trouve qu'après qu'un conseil de personnes soit réuni, ils se sont dit, on va fermer ces deux chaînes, de ce qu'on sait en tout cas dans le grand public. Ouais. Alors que ces chaînes étaient rentables. Ouais, c'est ça qui est le plus fou dans cette histoire, enfin, c'est que oui, la chaîne était rentable, donc il n'y avait pas, a priori, pas de raison pour que ça se ferme. Alors bon, nous on s'est dit, peut-être que finalement, ça va peut-être être remodelé, il y aura peut-être une nouvelle chaîne sur cette un peu thématique manga, Japon, etc., jeux vidéo, mais dans une version peut-être plus nouvelle, plus moderne peut-être, ou... Peut-être comme ça se fait beaucoup maintenant, peut-être sous forme de Twitch, qui sait quoi. Alors, ce serait bizarre, parce qu'en fait, J1 et Game One s'étaient déjà mis un peu, de ce que je peux comprendre, sur les réseaux, beaucoup plus sur d'autres plateformes, à savoir YouTube, tout cela. Ils avaient commencé du Twitch, si je me trompe pas, à vérifier. Mais en tout cas, je pense qu'il y a surtout une volonté de peut-être créer quelque chose d'un peu plus exclusif sur la plateforme Paramount, selon moi, plus que essayer de passer sur des nouveaux trucs, parce qu'il y avait déjà ça, d'une certaine façon, ou peut-être que juste le fait d'avoir deux émissions qui parlent à peu près de la même chose, ça les dérangeait. Ça les court-circuiteurs, ouais, je sais pas trop. En tout cas, c'était assez bizarre, puis surtout de la façon dont ça a été annoncé, puisque ça a été plus ou moins leaké, les gens qui travaillaient là-bas l'ont appris sur internet, bon ça fait toujours plaisir, t'apprends que t'es viré, que t'as même pas un mois, parce que c'est à la fin du mois là que ça s'arrête, donc il y a 15 jours pour se retourner, de gens qui bossaient sur cette chaîne et qui l'ont appris un peu comme ça. Bon, c'est triste parce que c'est quand même un... Moi, j'ai pas du tout découvert je fais pas du tout partie de cette génération qui a découvert grâce à Game One les animés et tout. Moi, je suis de la génération Club Dorothée et tout. Mais c'est vrai que je sais que pour certains, c'était vraiment un espèce de monument, vraiment, où je sais que beaucoup ont découvert Naruto par ce biais-là et tout machin. Donc ça reste quand même assez triste. Bon, quand même, on va pas se mentir, il y a quand même... Enfin, on est très nombreux à être passés au streaming quand même. Mais voilà, moi j'aimais quand même bien aller voir Marcus, tout ça. Enfin, ça fait des années que je le suis, ce gars-là. Donc, ça fait un petit quelque chose quand même. Comme tu l'as dit, ça a été la porte d'entrée de certains. J'allais te demander quel est ton rapport vis-à-vis de ces chaînes. Est-ce que toi, tu as plus été bercé par manga, t'as plus été bercé du coup par... Non, mais en fait, aucun de tout ça, parce que moi, c'est Club Dorothée. Donc voilà, puis après, ça a été directement sur Internet, Dailymotion, Emule, tout ça, quoi. Pour les vieilles personnes, peut-être que ça vous parlera. Maintenant... Est-ce que le contenu sur TikTok, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une concurrence de la part des gens qui se lancent en freelance vis-à-vis de ça, qui va concurrencer des chaînes qui sont déjà posées? C'est un peu comme dire, les critiques ciné sont en train de détruire les chaînes ciné. Enfin, je vois pas l'intérêt de dire qu'il y a une vraie concurrence dans les plateformes. Ils sont déjà bien assis. Par exemple, moi, ça me rappelle ce discours qui se disait, on pourrait en discuter, les gens qui disent la télé, c'est mort.
Bah non, la télé, ce n'est pas mort, ça mute, mais ça reste toujours des gros groupes de télé. Et surtout, vous voyez, mais encore une fois, tous ceux qui travaillent sur les réseaux rêvent encore de bosser avec la télé, qui a des succursales sur des plateformes de streaming, des plateformes comme YouTube, tout ça, et ça fonctionne du feu de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a le budget, parce qu'il y a aussi des gens qui sont toujours là pour un rendez-vous, tout cela. Enfin, même Énergie, ils ont lancé récemment un petit truc, Énergie, ils ont contacté Antoine Daniel pendant qu'il était en live, et ils ont parlé, c'était très drôle. Mais voilà, quoi. Ils ont dit oui, c'est un de nos premiers live Twitch, on voulait du coup te parler, enfin voilà. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment une crainte de ces, des acteurs indépendants qui vont peut-être mettre en danger quelque chose qui a l'air d'être plus ancien et qui, les gens sont passés au streaming avec Crunchyroll et tout. Mais voilà. Bon, je pense que c'est surtout des victimes d'un conseil d'administration, de gens qui s'en foutent un peu, enfin quand même c'est rentable, il faut quand même faire des coupes, donc je pense que malheureusement ça doit être un truc dans ce goût-là, donc bon. Un petit peu triste quand même. C'est dommage. Donc on n'a pas plus de choses à dire malheureusement pour cette actualité, vu comment elle est tombée. En fait, on va le dire, elle est tombée de façon tellement abrupte. Bah oui, c'est ça. On n'a pas grand chose à dire, en plus on n'a pas beaucoup d'éléments, on ne sait pas trop de trucs, à part ces éléments-là. Bah, les gens qui bossent pour la chaîne eux-mêmes n'en ont pas, donc c'est un peu nébuleux ce truc-là. Ouais. J'espère en tout cas qu'il y aura une nouvelle émission qui sera un mix des deux et qui reprendra les équipes qui du coup étaient très contents d'y travailler, parce que c'était d'abord des équipes de passionnés. Bah oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un public, parce que moi des fois ça m'arrive à l'époque, ça m'arrivait de zapper. Sur Game One, et t'as des reportages improbables sur le Japon, mais qui sont hyper intéressants, ou des trucs. Non, donc je pense qu'il y a un public pour ça. On passe tout de suite à la seconde actualité. Bon, là, je vais un peu plus parler. Il se trouve que, vous le savez, votre serviteur est très fan de One Punch Man, qui fait partie dans mes top 10 de mes mangas préférés, parce qu'en termes de divertissement, One Punch Man, c'est un divertissement toujours assuré. Je trouve beaucoup plus intelligent et mieux fait que Mashle, par exemple, qui est un simulacre pour moi de One Punch Man. Tu aimes taper sur Mashle ? Ah non, mais je suis désolé, mais Mashle, je le regarde vraiment à midi, j'ai pas parlé dans le dernier podcast, mais vraiment, je le regarde et je me dis, putain, mais c'est fast food. C'est vraiment, ça remplit toutes les cases de ce qu'un épisode devrait être dans un mélange shonen des années 2000, ça, je me dis, non, mais je sais où ça va, je sais, oh, c'est pas intéressant, et puis c'est technique, ah, bah, c'est pas logique, comment ça se passe. One Punch Man, non, c'est vraiment novateur, en fait, même d'un point de vue narration, je pense que c'est une des plus grandes innovations dans l'histoire de la narration, en règle générale, parce que c'est vraiment un protagoniste. Bah, c'est des péripéties qui vont le mettre en contrainte et qui du coup va devoir soit s'entraîner, devenir plus fort, soit trouver un moyen, créer des amis pour pouvoir. Saitama, je pense que c'est le premier, en tout cas dans la littérature que je connais, qui est littéralement, en fait, il a aucune contrainte et sa quête est une quête sans rien, en fait. Et vraiment, c'est juste une quête de jusqu'où ça peut aller. Et c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, la philosophie de One Punch Man est très puissante. C'est un manga qui parle de dépression, comme la plupart des œuvres de One, notamment avec, par exemple, le Mosaïko 100, le personnage de Reigen, Arataka. Mon Dieu, ce qu'il est prenant dans niveau trip. Et donc, One Punch Man a cette qualité au niveau donc de son divertissement, au niveau de sa philosophie et surtout au niveau de son dessin. Et donc, on en a parlé dans la précédente émission, le dessin de Murata. Murata est peut-être même le plus grand dessinateur de son temps, vu la technicité dont il fait preuve et vu comment il arrive à représenter des scènes gigantesques. Le gigantisme chez Murata, c'est vrai, mais aussi la vitesse, l'action. Et c'est là où j'arrive au point que je voulais développer. Je pense que le plus grand combat des mangas, en fait, quand j'ai lu ça, à l'époque, je me suis dit, on est sur une nouvelle représentation de la puissance, en fait, dans le manga. C'est le combat Saitama-Garo. Je vais rien spoiler. Je vais juste dire que dans ce combat, on comprend pourquoi Saitama bat Goku. On comprend pourquoi Saitama est le plus fort de tous. Et surtout, c'est un combat où Saitama est vraiment engagé émotionnellement, chose qu'il ne fait jamais. Vraiment, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça va être inadaptable. Et encore une fois, quand j'ai vu qu'ils se refilaient la patate chaude à chaque fois avec les studios, enfin voilà, et finalement, ça reste le même. Le studio a récemment déclaré, du coup, que pour cette nouvelle saison, ils n'adapteraient pas ce combat-là. Ils resteront sur 12 épisodes, parce que ce combat, c'est trop dur, en fait, à animer. Ça leur aurait pris 3 fois plus de temps pour sortir la saison, parce que je ne sais pas comment un studio d'animation, même MAPPA, Ufotable, tout ça, je ne sais pas comment ils pourraient se débrouiller pour nous proposer une représentation de ce combat. Pendant que je parle, peut-être que je vais mettre des planches du coup du combat. Ici, le Gatsu du montage. Réponse de la France. Non. Et j'aimerais du coup avoir ton avis sur comment toi tu ressens ça d'un point de vue extérieur
à ce One Punch Man par rapport au public, la réception, le studio d'animation. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à moi, je n'ai pas lu One Punch Man, donc effectivement, je suis assez distante et voilà, mais c'est ce que je disais dans le dernier podcast. Moi, quand j'ai vu toutes les annonces successives de cette saison, j'étais là genre, mais ça doit être terrible quand tu vois un manga que tu aimes beaucoup, forcément dans une fanbase, mais quand tu sais, parce que même quand même je n'ai pas lu, j'ai déjà vu des planches et tu m'as montré, etc. C'est vrai que c'est incroyable, tu ne te dis pas que la main humaine est capable de faire un truc pareil, tellement on est sur un niveau de détail et de réalisme qui est absolument dingue, quoi. Et bah voilà, en plus on le sait, un animé, c'est quand même un peu une carte, enfin c'est un peu pas l'aboutissement, parce que les deux sont intrinsèquement liés, mais t'as envie qu'il y ait la meilleure représentation possible, et quand tu sais que tu n'auras pas ça, mais j'ai bien compris, de toute façon tu ne l'auras jamais, mais quand même t'as un studio d'animation qui est plus impliqué que... Enfin, je dis pas qu'ils sont pas impliqués, mais disons que dans des studios comme Mappa ou Ufotable, etc., où ils sont un peu connus pour faire des animations qui sont très clean, etc., je sais même pas si ça serait possible. C'est ça que tu sous-entendais tout à l'heure. Ouais, encore le premier Madhouse, en fait, ils ont réussi avec la saison 1 qui est incroyable. Mais encore, Madhouse, c'est un moment dans One Punch Man où on n'était pas encore arrivé à ce combo de gigantisme, de vitesse, de tout, en fait. De tout. En tout cas, pour la prod de l'extérieur, ça donne un peu l'impression d'un... Ils se sont excusés, quoi. Ils ont dit, je suis désolé. Un petit naufrage, quoi, quand même, un peu, quoi. C'est triste, un peu. Bah, ça donne cette impression aussi que le studio, il est en mode... Merde, on a ce projet, on sait pas quoi en faire, on va remplir le cahier des charges parce qu'on est obligé, vraiment, on est contractuellement obligé. Et ça, il y a même plus la passion, en fait, t'as l'impression. Il y a plus la passion d'animer. Ils le font parce qu'il faut le faire et parce que personne d'autre ne veut le faire, et puis voilà, quoi. J'espère quand même, malgré tout, comme on en avait déjà parlé, que les fans y trouveront quand même une certaine satisfaction, quand même si c'est pas à la hauteur des... J'espère que vous pourrez quand même profiter du show. On passe du coup à la prochaine section. On passe donc au sujet suivant, et ce sont donc les collectors, puisque donc récemment on en a plusieurs qui sont sortis, donc sur des gros titres forcément. Donc on a eu le volume collector 28 de Jujutsu Kaisen, de Spy Family qu'on a vu tout à l'heure, qui est très cute. Jujutsu Kaisen qui est édité chez Kurokawa. Kurokawa, bien sûr. Mais je ne veux pas que cette vanne s'arrête. Ce running gag doit continuer, je trouve ça formidable, voilà. Et voilà, on en a eu pléthore juste avant, il y a eu un énorme pour Sakamoto Days, My Hero Academia, bon, presque à chaque volume il y en avait un quasiment. Voilà, et de plus en plus de maisons d'édition s'y mettent, même le shoujo, quand bien même ça n'est pas toujours top, hein, voilà. Et oui, il y a eu disons que il y a eu une annonce, donc c'était par Pika, si je ne dis pas de bêtises, voilà, de collector, mais bon, tu sens, c'est vraiment le niveau 0 du collector, dans la mesure où il n'y a jamais de collector sur les shoujo, et là, ils te pondent, je sais pas, ça doit être une jaquette réversible, une planche de stickers, c'est... je sais pas moi, un mini artbook, enfin bref, des trucs en plus qu'on a visiblement ils avaient déjà sorti, donc bon, c'était un peu maigre, donc il y avait... Oui. Alors que Akata a fait quand même un petit truc de carte qui est génial. Oui, et ça, pour When Not Just a Pretty Face, voilà, il y a des cartes un peu style comme les cartes d'Idol, là, vous savez, pour des groupes de K-pop, quoi, voilà. Et ça qui sont plutôt sympas. Je sais pas si elles seront disponibles pour les personnes... ce serait cool en collector, tu vois. Ça. Bien sûr, voilà, à la limite, si c'était que à la base pour les influenceurs. Et du coup, voilà, si ça pouvait éventuellement être mis dans un collector, pourquoi pas, là, ça pourrait, je trouve, être une bonne initiative. Enfin, en tout cas, c'est un item qui change tout le mois. Bref, donc on en vient à cette question. N'y a-t-il pas trop de collecteurs? C'est une question qui est quand même récurrente, qui aurait pu rentrer dans la question de la commu, parce que c'est un sujet qui est hyper récurrent. Voilà, à chaque fois, il y a trop de collecteurs, à croire qu'on force les gens à les acheter. Je sais pas, peut-être, on n'en sait pas. Bref, voilà. Moi, j'avoue, à titre personnel, dans la mesure où, comme je disais avant, on ne me met pas un couteau sous la gorge pour aller acheter les collectors, je n'achète que ceux qui m'intéressent. Dans la mesure où l'édition classique est toujours disponible, si t'es intéressé, t'achètes juste le tome simple, et puis voilà. Donc pour moi, la vraie question à la limite, c'est pas est-ce qu'il y a trop de tomes collector, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de tomes collector pour les mêmes licences. Moi j'ai un exemple, il y a une maison d'édition pour moi qui a tellement fait de collector sur ces licences qu'on n'en peut plus, c'est Crunchyroll, avec que ce soit, je sais pas si c'était Dan 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 chez eux, voilà, mais par exemple Dan Dan Dan, à chaque fois il y avait un collector, mais aussi Chainsaw Man, il y a toujours le collector, j'ai l'impression que c'est devenu systématique, au point où maintenant, alors c'est très généreux, c'est très gentil, mais quand tu vois d'autres maisons d'édition qui font l'effort, par exemple pour Kurokawa dont on parlait, qui cette fois Spy Family, font quand même un magnifique coffret collector. Ils sont très beaux, les services presse aussi Kurokawa, on n'en parle pas, mais par exemple tu vois les cartons qu'il y a derrière, c'est les services presse Kurokawa. Le service presse Vinland Saga, Tsugai, le service presse aussi Centuria, qui font gagner aussi par moment sur leur page du coup. Et en fait j'ai l'impression que
le mot collector, en fait, tu retrouves qu'il perd son sens. Il perd son sens. Donc, à trop en faire, en fait. Oui, peut-être. Bon, après, si on a toujours autant de difficultés à en trouver certains, c'est bien quand même qu'il y a un tout petit effet de rareté, quand même, qui subsiste. Bon, de moins en moins, j'ai l'impression. Mais quand même, à la base... Bon, après, est-ce que moi j'achète un collector en me disant je l'achète parce qu'il y a moins de personnes qui l'auront, ça me donne plus envie de l'acheter parce qu'il y aura moins de personnes qui l'auront? Non, je l'achète parce que j'ai envie de l'acheter tout simplement. Parce que je me dis pas, ouais, ça va devient un truc super rare et tout. Moi, je suis juste dans le fait tu vois, de me faire plaisir à faire ça, quoi. Ça m'est arrivé une fois, je me suis dit, le collector est tellement beau, tu sais quoi, je vais le laisser sous blister, je vais prendre le tome à côté, tu vois. Enfin, ouais, t'es comme ça, toi. J'ai fait pour un truc, le tome 15 de Chainsaw Man, que j'espère que dans 40 ans sur eBay, il permettra de payer une facture. Ouais. Ok, ouais, bah rêve pas trop, parce que moi quand j'ai fait du tri dans ma Mangatech, j'ai retrouvé plein de collecteurs. À l'époque où je pensais lire My Hero Academia, j'avais acheté des collecteurs My Hero Academia. Je me suis dit, bah peut-être que je vais gagner un peu de. Je vais faire la scalpeuse, un peu finalement. Et bah que dalle, ça vaut rien. Bon. Pour l'instant en tout cas. Je me dis que potentiellement, tu vois, comme les figurines de Spock, tout ça qui sont encore dans leur emballage. Peut-être, ça coûte rien d'essayer de toute façon. Mais oui, alors à la limite, effectivement, on peut peut-être pointer du doigt la qualité un peu moyenne de ces collecteurs-là. Après, moi, quand je vois le dernier. Oui. Quand je fais ça va pas. Ok. J'ai l'impression que tu lèves le doigt comme à l'école. Parce que j'avais une fulgurance qui venait en tête. Mais tu l'as perdu. Hein? Tu l'as perdu? Non, j'allais juste te poser une question. Quelle est la maison d'édition qui fait les meilleurs collectors? Qui fait les meilleurs collectors? Alors, faut que j'essaye de mettre de côté parce que c'est des licences que j'aime. Mais... On va dire Kiyun avec Jujutsu Kaisen. Et en plus, même pas en plus, j'allais pas dire Jujutsu Kaisen. Oh, mais Kiyun! J'allais peut-être dire... Ouais, mais ça, t'as le seum. De quoi? T'as le seum contre Kiyun, c'est un truc de fou. Mais non, j'ai pas le seum. Si, t'as le seum. T'as le seum. Bon, bref, on vous racontera ça peut-être un jour dans les dessous. Ouais, peut-être. Moi, j'ai rien contre vous, Kiyun. Même si, faut taguer les gens quand vous reprenez des concepts. Oh, c'est tout ce que je dis. Ça tire à balles réelles. C'est tout ce que je dis, voilà. Anyway. Et donc, non, j'allais pas dire Jujutsu Kaisen, moi j'allais dire les collecteurs des carnets de l'apothicaire. Qui sont... Ah non, d'accord, ça te... Je les trouve magnifiques, mais en fait, j'ai fait parce que je ne suis pas la série en manga, et du coup, à chaque fois, je me dis, fais chier. Oui. En fait, fais chier, j'aurais bien voulu être fan, parce que ce collector est magnifique. Ouais, parce que tous les collecteurs, vraiment, à chaque fois... Et en fait, c'est des items qui sont déjà originaux, qui s'insèrent dans dans l'univers des carnets de l'apothicaire et tout. Là, le dernier, j'ai pas pu me le prendre, parce que la France de Macron m'a rattrapé, hein, ça arrive à tout le monde. Donc, j'ai pas pu me l'acheter, mais vraiment, ça m'a... Parce que, voilà, cette petite boîte, les tampons, le miroir... j'ai trouvé que c'était vraiment un bel objet pour les fans et tout. Je trouvais que c'était top. Voilà, donc je dirais ça. Après, effectivement, Kurokawa, ils en font des très très jolis de Spy Family particulièrement. Je trouve qu'ils sont vraiment très très cool. Donc moi, je dirais quand même Kiyun, pour être pas une meuf pas très originale. Ok, d'accord. Moi, c'est surtout les services presse, encore une fois, Kurokawa, bien sûr, qui sont magnifiques, mais vraiment ils sont incroyables, dans le cartonnet, tout ça avec des ça fait un beau décor en plus pour les vidéos, donc voilà, mais les services presse Kiyun sont pas mal aussi. Mais ça tu sais pas. Et voilà. On est un peu je sens, oui. J'avoue, j'ai été jaloux quand j'ai vu son pistolet à bulles Kindergarten Wars. J'ai vu ça, j'ai fait oh là là. C'est quand même sympa, ouais. Non, c'était cool. Mais bon, bref, tout ça mis à part, voilà, moi je dis, on met pas le... Kiyun, envoyez-moi les pistolets à bulles, s'il vous plaît, j'en peux plus. Envoyez-le-moi. Je te le prêterai. Voilà, on jouera avec Rukia. Je pense qu'elle pourrait peut-être kiffer choper les bulles. Je pense qu'elle adorerait les bulles. Voilà. Donc voilà pour les collecteurs. J'ai l'impression que c'est un débat qui est récurrent, qui est un peu insoluble, parce que voilà, t'as vraiment la team des aigris en mode bon bref voilà. Et puis bon t'as ceux qui ont juste envie de kiffer. Ils ont des produits sur un de leurs mangas préférés. Ils sont contents. Et oui, j'ai trouvé que le dernier tome collector de Jujutsu Kaisen il était trop cool. Voilà. Il était cool. Voilà. Par contre, ton item préféré n'était pas le mien. C'était quoi? Toi, c'était le carillon. Le carillon. Moi, c'était une aide de Gojo. Ah ouais, mais oui, ok, d'accord. Et je trouve qu'en fait, c'est un item qui a son utilité, en fait, d'une certaine façon. Ouais. Quand tu es cosplayer, ça peut être sympa, ça peut être gadget en plus. J'avais pas pensé pour les cosplayers. Voilà, quand, par exemple, ou même, t'es chez toi, t'es en mode, putain, faut que je sorte rapidement à la boulangerie, tu sais tout. Allez, je sors mon 6e œil. mais pour dire encore une fois, parce qu'on va juste très rapidement sur les collecteurs Jujutsu Kaisen, je pense que celui que j'ai vraiment aimé, c'était la lisière du supplice. Oui. Celle-là. Alors vraiment... en fait, le truc, c'est que c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé ce collector-là, parce que j'ai l'impression que c'était un des seuls, donc vraiment complet avec plein de goodies et tout machin, qui était vraiment original pour la France. Parce qu'en fait, les autres collecteurs qu'on a eu,
c'était que des collecteurs japonais qu'ils avaient repris. Donc notamment celui avec la lisière du supplice, la lance céleste, l'arme de Nanami, tout ça, c'était des reprises de collecteurs japonais. Et donc là, j'ai l'impression, alors bon, voilà, que c'est original dans les goodies. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, de ce que j'ai vu quand j'ai posté ma vidéo et sur d'autres vidéos que j'ai vues voilà, sur ce volume-là, bah, à l'international, c'était en mode, mais où je peux l'acheter Enfin, voilà, puis ça avait l'air d'être hypé. Il y a un truc sur lequel je trouve pas trop d'utilité, par contre. Je suis pas très yankee de ça. La poupée? Les jaquettes métallisées, en règle générale. Les jaquettes métallisées? Oui, quand ils te disent les premiers tirages, vous avez la jaquette métallisée. Ok. Je suis pas très fan de. Je suis pas en mode, oh putain, je veux trop la jaquette métallisée. Ouais. Encore, la jaquette réversible avec une autre jaquette. Ça, oui. Je trouve ça cool. Mais dans ces propositions-là de choses, pas très fan. Et si tu pouvais justement proposer quelque chose aux maisons d'édition, toi, à travers ce podcast, tu dis, oh putain, ce serait cool que vous fassiez ça quand même. Tu me prends hyper de cours, là, j'en sais rien. J'aime pas quand tu fais ça. J'adore faire ça. Moi, j'aime pas quand tu fais ça. Non, non, mais moi, je me laisse porter. J'ai pas de. Le pire, c'est que je te connais mieux que tu te connais. Hein. Bah, pourquoi tu vas me sortir un truc, je vais dire, ah bah oui. Bah oui, t'en as marre des éditions cartonnées, en fait. Vraiment grimoire. Tu trouves que c'est pas pratique dans la lecture? Ah, d'accord, ok. Ok, j'ai cru que tu parlais en termes de goodies. Oui, dans les collecteurs ou des choses comme ça. Comme j'ai dit des jaquettes métallisées, je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais demander pour moi. Ah oui, les couvertures rigides. Alors en fait, non, le problème de la couverture rigide, c'est que c'est magnifique. Les éditions grimoire, c'est un bel objet. Trop belle. J'ai trop envie de me l'acheter. Mais à lire, c'est intankable. C'est. Voilà. Et est-ce que tu penses que la solution serait d'aller plus sur ce que fait Panini avec les gros tomes Giant? J'allais y venir, comme l'édition Pilier. Donc ça, moi, j'ai pas parce que je lis pas Demon Slayer, mais j'ai l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Quelle erreur! Mais quelle erreur! Il y a 3 tomes par volume, si je dis pas de bêtises. C'est lourd. Alors pour le coup, la jaquette c'est souple, donc c'est voilà. Mais qu'est-ce que c'est lourd! Okay. Ah mais vraiment, ça pèse un âne mort. Enfin vraiment, je l'ai rangé dans ma nouvelle mangatech là. C'est très inconfortable à lire. Alors, disons que le grand format, c'est sympa. Ok. Pour les dessins déjà. Voilà, bon après, ça y est. Voilà, mais sur la fin ça va mieux. Mais disons que vraiment pour le porter, vraiment faut qu'il soit posé. Bon, c'est quand même moins pratique. Si c'est à refaire, je prendrais pas. Moi je suis pas fan des grosses éditions. Ça se lit comme un Nightwing avec son café sur la table comme ça et que ça. Un peu. Tu tournes les pages. Ouais, c'est à refaire, je prendrais l'édition normale en manga classique. C'était la fin de cette section, on passe donc à la prochaine section. Tu as commencé Jojo. Eh oui. On peut faire un petit point visionnage, voilà. Donc on en avait déjà parlé dans le podcast du mois dernier, où j'avais donc commencé la partie 2 et où j'avais dit « Oh là là, j'adore César !» Et moi à côté, l'autre en mode, oh, tu l'adores. Voilà, et vraiment, mais attends, avec le recul, quand je revois la vidéo, où t'es là genre « Oh !» Et en fait, dans sa tête, tu devais penser... Trop bien, elle adore le personnage. Voilà, parce que spoiler alerte, il décède. Donc du coup, en fait, quand j'ai vu ça, en plus c'était littéralement le 2 ou 3 épisodes après qui meurt quoi. Donc j'étais au fond du seau quoi. Enfin, j'étais trop triste. Bref, et donc du coup j'ai fini la partie 2. Est-ce que je l'ai aimé? Oui. Est-ce que je l'ai aimé plus que la partie 1? Je ne pense pas. Popular opinion, je pense. Préféré la partie 1. Je pense que pour l'instant, je préfère la partie 1, ouais. Du coup, je me permets de te poser une question. Est-ce qu'on peut poser la question? Est-ce qu'on peut poser la question? Qu'est-ce que tu penses de Cars en tant qu'antagoniste de Jojo? Alors, je te l'ai dit déjà. Bon, il y a un moment donné où vraiment, quand je t'ai envoyé le message, genre en mode où t'en es dans Jojo? Bah là, ça se bat. Dans une arène romaine sur des chars avec des chevaux vampires et des mecs en slip. Voilà, ça je me suis dit, voilà, Jojo Bizarre Aventure. Bizarre Aventure, ça porte, j'ai l'impression très bien son nom. Bah oui. Donc voilà, et donc j'ai vu après Cars et tout machin. Donc je te l'ai dit, moi le premier truc ça m'a pensé, je me suis dit, est-ce qu'on est dans une version Bresson de My Little Pony avec sa petite corne et tout machin? Je sais pas si je suis la première à faire la comparaison. Je crois que t'es la première à faire la comparaison et ça va faire du bien à la commu Jojo. Tu penses? Ne me fustigez pas parce que j'ai bien aimé Cars, voilà, j'ai trouvé assez intéressant. Bon, le problème c'est que là je trouve que vu qu'on a quand même d'autres antagonistes, Wamu, etc. Enfin voilà, lui forcément il arrive vers la fin.
j'ai pas eu le temps de voir la menace. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sens pas que la menace, elle se construit avec Kars progressivement, dans le sens où tu sais que c'est le plus fort des hommes des piliers. Oui. Tu sais qu'il a un rapport bizarre avec les êtres vivants. Tu vois, le chat qui l'évite, le chien qui le sauve, la fleur. Tu ce moment où il tombe et qu'il veut absolument pas toucher cette fleur. Enfin voilà. Sûr, tu te dis, quand même, il y a une ambivalence hyper intéressante de Kars. Enfin, voilà. Non, mais oui, mais ça m'a pas autant. Je trouvais que ça allait très très vite à un certain moment. J'étais là, genre, oulala, j'ai pas eu le temps de bien me concentrer sur le personnage. C'est vraiment juste à la fin, quand on a eu la backstory de comment le masque de pierre, etc., où je me suis vraiment rendu compte de ce qu'était cet homme, quoi. C'est ce dieu, finalement, voilà, qui crée qui a une prise sur toute forme de vie, enfin, voilà, quoi. Donc, non, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, effectivement, vis-à-vis de Joseph, bon, moi, j'ai toujours un rapport toujours ambivalent avec Joseph. Je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Ah ouais? Ouais. En fait, il a un potentiel qui est attachant, mais il y a des trucs, j'ai du mal. Je sais que la dernière fois, quand t'as posté le TikTok, il y a quelqu'un qui m'a dit mais comment c'est possible de pas aimer Joseph? Joseph est malheureusement... Je n'ai pas dit que je l'aimais pas. Hein. Ouais. Je dis que je sais pas. Le problème avec Joseph, c'est que c'est communément le Jojo le plus apprécié, parce que tu vois, il a une continuité. T'as commencé la partie 3. Enfin, alors, il y a... Jotaro est le plus populaire. Il me semblait que c'était Jotaro. Alors, Jotaro est le plus populaire, parce que même les gens qui connaissent pas Jojo connaissent Jotaro. Enfin, je veux dire, la figure de Jotaro est connue. Joseph est généralement le plus aimé parce que c'est le plus drôle. C'est vrai qu'il est drôle, et puis il a ce côté très humain. Rusé aussi. Voilà, il a ce côté très humain où il est très rusé. Il a un petit côté couard, des fois, qui est assez rigolo et en même temps extrêmement réaliste, parce que oui, des fois, genre, il y a juste, on a juste à se barrer, en fait. Là, je peux plus rien faire. Oui, voilà, donc ça, c'est pas mal. Après, c'est vrai que quand tu sors de la première partie où t'avais Jonathan, qui est l'homme parfait, le protagoniste, le gentleman, vraiment, voilà. Bon, là, forcément, t'es un peu... J'ai eu du mal à me détacher de Jonathan. Mais c'est ce que j'aime bien, en fait, dans Jojo. C'est-à-dire que Jojo est, pour moi, le seul manga qui arrive à faire cette chose qu'aucun autre manga n'arrive à faire, se réinventer dans son propre manga et ne pas tomber dans ses propres codes. C'est vrai. Et tu vois, là, tu as commencé la partie 3, mais aucun des Jojo ne se ressemble, aucun des univers ne se ressemble. Et à chaque fois, même dans les situations des parties, t'as toujours de l'impossible qui arrive. Tu l'as dit, le combat de char, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, un combat de char avec des gens qui sont, avec un mec qui a peur de la douleur au point qu'il pleure, avec ce cerveau-là qui va se... Tu veux dire, c'est ça qui est hyper intéressant de Jojo, et c'est ça le génie d'Araki, c'est de toujours surprendre. Jojo, c'est vraiment une forme de génie dans la narration, au point, en fait, que le génie tient du fait qu'il arrive à toujours se réinventer. Dans Jojo, Araki te prouve en permanence, à chaque page, en fait, je suis un génie de l'écriture. Je pourrais toujours... Et c'est pour ça que... C'est drôle, Joseph, tu vas dire ça, mais nous, lecteurs, on est incapables de pouvoir faire... Ça va se passer comme ça. Bien sûr. Par contre, petit moment flex. J'avais pré-shot qu'on allait finir la partie 2. Ah, d'accord. Malheureusement, quand tu comprends comment fonctionne et ce que représente Kars philosophiquement dans la partie, tu comprends ce qu'il est, tu comprends son pouvoir très rapidement, et tu comprends comment il peut être défait. En fait, Kars, il représente la vie, et comme la majorité des antagonistes, c'est des antagonistes idéaux et transcendants, Kars, et c'est pour ça que c'est le génie d'Araki, c'est le premier antagoniste de manga, dans l'histoire du manga, qui ne cherche pas à devenir une idée, contrairement à Muzan, à un Griffiths ou autre, le transcendant. Lui, il embrasse la matérialité, il embrasse le monde humain. Il devient un être immortel en devenant tous les êtres mortels. Tu vois ce que je veux dire? Kars, il n'est pas au-dessus d'un escalier comme un Dio ou un Griffiths. Kars, il est sur Terre. Et c'est pour ça que je me suis dit, la seule façon de battre cet homme, c'est de le mettre dans l'environnement le plus hostile sur Terre, un volcan. Et après, tu te dis, en fait, dès que j'ai vu qu'il avait le volcan, mais il faut le faire sortir de la Terre, en fait. Mettre dans l'espace. Faut le mettre dans le vide intersidéral, parce que il est la Terre, et donc il faut qu'il quitte la Terre. Mais en fait, et c'est ça, pour moi, pourquoi Kars, on n'en parle pas beaucoup dans la comic Jojo, on parle beaucoup de Kira Yoshikage, on parle beaucoup de Dio, mais purée, Kars. Ouais, moi je l'avais jamais vu quasiment, dans les edits, tout ce genre de choses. Alors qu'en fait, quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit, mais toi, des gars qui aiment bien penser, pas comme moi, ils doivent se régaler quand ils voient un personnage comme ça, parce que tu sens la profondeur, tu sens le truc, quoi. Il est hyper intéressant. Mais en fait, il est intéressant dans la forme plus que dans le fond. Bien sûr. Alors que Kira, il est intéressant dans la forme plutôt que dans le fond, dans ce qu'il peut dire. Alors que Kira, par exemple, ses discours, comment il parle, Dio, quand il parle, il dit Jojo, je rejette mon humanité. Voilà, c'est beaucoup plus évident, beaucoup plus punchy, beaucoup plus dans les codes du manga. Et c'est ça, en fait, Araki, même à sa partie 2. En fait, son génie, c'est pas seulement d'avoir créé une autre partie avec un autre Jojo, c'est d'avoir créé l'anti-antagoniste parfait. Bien sûr.
Et Cars, en fait, c'est ça, c'est qu'il rend aussi incroyable. Et je suis très triste qu'on ne parle pas beaucoup de Cars dans la commu Jojo. Mais aussi parce que aussi parce que je l'ai déjà faite. Voilà. Voilà. Bah, et alors, quoi? Parce que, mais attends, mais moi je regarde pas, je voulais pas regarder des trucs Jojo à l'époque, je regardais pas, donc je regarde pas les trucs Jojo. Du coup, ça va, je te taquine. Alors, tu as commencé l'épisode 1 de la partie 3. Tu es vraiment au début de la partie 3. Oui. À ce stade-là, juste avec son introduction, comment tu trouves Jotaro Kujo? Alors déjà, quand on s'envoie des vidéos et tu m'as dit « Ah là, comme ça, c'est lequel esthétiquement qui te plaît ?» J'avais dit qui? Jotaro. J'ai dit Jotaro et Jolene. Enfin, alors je dis rien, mais je sais. Voilà, bon, voilà, autant César, on m'a eu, mais là, on m'aura pas. Bon, et voilà. Mais donc, effectivement, moi, j'aime beaucoup ce genre de personnage, forcément. Un peu ton nom. Bah voilà, un petit peu bagarreur, un petit peu taciturne, un petit peu pas aimable, bien sûr. Un petit peu de grisaille. Donc non, mais c'est surtout, en fait, moi, j'ai adoré retrouver Joseph plus vieux, là, pour le coup. Oui, voilà. Foxy Joseph. Voilà, et je trouve qu'il est pas mal. Il fait plutôt bien le job. Et donc non, tu n'as pas vu Joseph quand il met sa tenue de marin. D'accord. Okay. Ça me dit quelque chose. Il y a une scène où tout le monde fait Waouh, Joseph, I wasn't familiar with your game. Ah, ok, bon, très bien. Et donc, non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, du coup, l'introduction des stands. Parce que moi, en fait, depuis des années, j'entends les stands. Et puis, bah, là, jusque-là, on en était à Londres. Et j'étais là, mais qu'est-ce que, en fait, du coup, qu'est-ce qui se. Et donc, bah, voilà, c'est bon. Puis, j'ai eu un cours aussi sur les stands. Les stands ne sont pas édités. Parce que je sais plus pourquoi, comment je lui ai dit ça, et je disais quelque chose qui laissait sous-entendre que ça se passait donc de génération en génération, et vraiment il m'a pris son meilleur ton de geek, de geek des bois, quoi, vraiment en mode, et il m'a dit mais non, les stands ne sont pas héréditaires, et depuis qu'on a fait ça, c'est insupportable. C'est le running gag. Dès qu'on parle de trucs de geek, on est d'âge, mais non, tu te trompes. Voilà, et c'est insupportable. Et il y a des gens dans votre vie qui comprennent chacune des rêves que vous faites. Ah oui, parce qu'en plus, on sait, dans les clichés des geeks, on se termine les phrases parce qu'on sait, voilà. On sait. Bref, on aura peut-être l'occasion de faire un sketch ou j'en sais rien, bref. Si vous voulez une vidéo avec le personnage détestable du « Ne tout fais pas, ma waifu ultime !» Non, mais vraiment, il le fait si bien, c'est pas honnête. Ah bah, il y a un peu de il y a un peu de vrai dedans. Il y a un peu de toi dedans. Peut-être. Ouais. Hein. Mais bon, bref, pour en revenir à Jojo, j'ai l'impression qu'on est dans encore quelque chose de nouveau. Et c'est un truc que j'ai rapidement vu dans la saison 2, que le gars, et je trouve ça trop bien, nos limites. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais en fait. Et ça marche en plus, c'est ça qui est incroyable. Et donc j'ai très hâte de continuer mon visionnage et de vraiment voir ce que Jotaro a dans l'estomac. Ouais. Voilà. C'est genre que la première phrase en plus qui a été dite dans Jojo, c'est « Votre fils a été arrêté, il a écrasé toutes les burnes des 15 personnes qui ont vu le taper. » Waouh, ça en fait des omelettes. Ouais, c'est clair. Donc visionnage très satisfaisant jusqu'ici, je ne regrette pas l'investissement. Ok. Donc on se retrouve dans le mois prochain pour peut-être la fin de la partie 3. Oh, elle est assez longue. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, elle est 50 épisodes environ. Faudrait que je m'y mette à fond. Cars ou Dio? Ah, c'est dur. C'est dur. Ah, tu viens de finir la partie 2. Donc, ouais, c'est dur. Je dirais ça va être cliché si je dis Dio. Non, c'est pas cliché. Mais en même temps, c'est Dio. C'est Dio, ouais, mais c'est vrai que c'est Après, là, c'est Dio Brando, c'est pas Dio. Ah. Là, c'est Dio de la partie 1. Donc, tu le dis avec son nom de famille pour les différencier. Dio Brando, parce qu'il avait ce côté encore humain. Là, tu l'as vu dans la deuxième partie 3. Oui, là, tu m'as dit, là, dans la partie 1, il était gentil, c'est ça ce que tu m'as dit. Non, il est pas gentil, mais dans la partie... Non, mais je m'entends. Oui, voilà. Dire, tellement oh là là. Mais tellement l'écart avec le fait qu'il est passé tout ce temps dans ce cercueil. Comme Angel, j'ai fait la blague. Il a pas aimé la blague, mais... Non, mais ils ont pas fini de la même façon, finalement. Non, c'est moins qu'on puisse dire. En plus, c'est vraiment tous les deux des vampires, mais c'est pareil, c'est les mêmes, en fait. Mais en fait, tout est une Jojo ref. Tout est une Jojo ref. Voilà. Mais j'arrête pas de le dire. Depuis quelques jours, là, tout ce que je vois de James, c'est une Jojo ref. En fait, elle vit ce phénomène du fan de Jojo, où elle se rend compte que... mais en fait, le monde est une Jojo ref. Exactement. Elle voit la lumière. Non, mais on verra. Donc, Cars ou Dio? Je dirais Dio, mais c'est vrai que dans la philosophie, dans la façon de penser, je trouve Cars quand même vachement intéressant avec ce rapport à la Terre, etc. Dio, c'est vraiment le mal. Ok. Tu vois, voilà. Mais il a ce lien avec les Joestar qui fait que... je trouve en fait que ce qui est bien avec Jojo, et c'est lui qui va... Parce que Jojo, c'est quand même, je crois, 1983, la vraie date sera mise, mais c'est lui qui a donné toute cette
impulsion, par exemple Demon Slayer ne serait jamais là sans Jojo, parce que Muzan, c'est un Dio wannabe. Et en fait, les Demon Slayer, le discours c'est à chaque génération, on meurt, on se bat. C'est les Joestar. En fait, avec ça, Araki, il a créé cet être un peu, bon, il y avait Gonagai aussi, mais lui il a réellement poussé, pas avec un seul protagoniste, mais avec la puissance de l'humanité. Et il le dit, les Joestar, c'est l'humanité en fait qui se bat contre la transcendance et l'idée même de Dieu. Dio, c'est le dieu parmi les dieux, et c'est l'antagoniste, le plus antagoniste des antagonistes de manga. Et c'est pour ça que, là où Cars représente la transcendance par la matérialité, Dio, c'est la transcendance pure. Son nom, Dio, c'est vraiment rien. C'est vraiment pas rien. C'est... Tu n'auras jamais une aussi grande représentation d'un homme qui est devenu Dieu en étant le mal dans les mangas que Dio Brando. Et vraiment, en plus, pour l'influence de Dio, t'as quand même, même dans Jojo, même dans JJK, je t'avais dit, hein, mais si tu regardes Jojo, tu peux te spoiler des trucs de JJK parce que c'est la même écriture. Mais Kenjaku, il fait le même acte que Dio. Prendre le corps d'un défunt, justement, pour pouvoir faire... Et c'est la même... Moi, quand j'ai vu Kenjaku, je fais, pourquoi la cicatrice de Dio sur le corps de Jonathan? C'est la même, enfin, voilà. Et en plus, tu vois, Dio, il utilise le corps de Jonathan d'une certaine façon pour pouvoir... Et c'est ça. C'est que par son héritage aussi, Dio et... C'est Dio, quoi. Et Dio. C'est Dio, quoi. Donc, bah, on se retrouve la prochaine fois pour la suite, pour le débriefing. Prochaine section. Prochaine section, question du public. Et c'est extrêmement drôle parce que la question qui vient d'être posée par, je vérifie, Chris Higuero sur Instagram est « Quel est ton Joestar préféré ?» Entre parenthèses, Joseph Le Goat. C'est vraiment... C'est l'épisode c'est Jojo. on point, quoi, vraiment, ouais. Alors, au niveau des Jojo, mon Joestar préféré, ça joue entre deux. Ça joue entre Jonathan, mais surtout, je pense, Josuke Higashitaka. Josuke, le Jojo de la partie 4. Ok, ça y est, je vois lesquels. C'est la fausse racaille. J'adore Josuke. Josuke, en fait, c'est un lycéen qui se veut être une racaille, mais qui n'est pas une racaille. C'est un mec qui a le cœur sur la main et qui en fait est génial et tout. Enfin, c'est incroyable. Il a une relation avec sa mère, avec Okuyasu, mais putain, ils sont à eux deux. Leurs neurones s'annulent. Et ça, j'adore. Mais vraiment, ils sont cons tous les deux. Ils se mettent dans des situations connes. Mais en même temps, genre quand ils sont dans le restaurant de Tonio, c'est tellement drôle. Enfin, voilà. Et encore, tout à l'heure, on n'a pas parlé des gens du parti où monsieur a la petite moustache, quand même. Oui. Il y a que dans Jojo où tu peux dire que, waouh, purée, trop bien. Ils sont là. C'est une dingue, ce truc-là. Bref, parce que moi, je t'ai coupé dans ta... Non, mais en même temps, il faut parler de Stroheim, le GOAT, quand même, à un moment. Quand tu m'as dit que c'était le GOAT, Tu avais pré-shot que voilà. En plus, il est mort en héros à Stalingrad. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais vraiment, donc Josuke et Jonathan, en fait, parce que Jonathan, c'est un 10 sur 10. Jonathan, c'est en fait, dans ce monde où on essaie toujours de faire des héros un peu plus, on va dire, nuancés, moraliques. Même, vous voyez, Deku, il a quand même des faiblesses et tout. Jonathan, ça reste quand même, c'est le héros, en fait. Jonathan, c'est la morale parfaite. Et en fait, Jonathan, c'est pas juste, il est écrit pour être le meilleur ou un truc comme ça. Il est vraiment, dans son écriture, il vit les pires trucs et il choisit le pardon. J'avais fait donc ma vidéo d'analyse sur Jonathan. Jonathan, c'est le pardon chrétien. C'est vraiment l'esprit chrétien, par exemple. C'est vraiment, je sais plus c'est quel passage de la Bible, je l'avais écrit, mais c'est Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est littéralement ça avec Dio. Seigneur, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait d'une certaine façon. Il ne sait pas qu'il est en train... Enfin, si, il sait qu'il fait le mal, Dio, d'une certaine façon, mais il ne sait pas ce qu'il amène, c'est tout. Et c'est ce que lui dit son père. Il lui dit, excuse-lui, il a une vie terrible et tu peux pas lui en vouloir d'avoir une vie terrible. Et Jonathan a toutes les raisons du monde de devenir Dio. Bah oui. Mais vraiment, avec Danny, son chien, avec tout ça. Et il reste pur. Il reste cet être qui est tellement pur que quand il attrape une branche, il y a des fleurs carrément qui poussent. Tellement le mec, il est over the top de la bonté. Et ça on fait avec Josuke, mes Jojo préférés. Sa scène finale, Jonathan avec Dio, enfin, elle est poignante de ouf, quoi. J'ai pleuré, je crois, pendant 3 semaines après cette scène. C'est belle, vraiment, elle est magnifique, cette scène. Mais c'est terrible quand il l'attrape, et vraiment Dio qui fait, et vraiment il le regarde, et juste avec les pleurs, et il dit Jonathan, et tu comprends que même dans la mort, il l'a aimé comme un frère, et il l'aimera toujours comme un frère. C'est beau. Et c'est pour ça que le Dio, la chose pour laquelle je le déteste le plus, c'est qu'il va en faire des trucs. Il en a déjà fait, il va en faire des trucs. Mais le truc pour lequel, et pour la communauté de Jojo ne pourra jamais l'excuser,
c'est d'avoir pris le corps de Jonathan. J'ai appelé l'arme qui monte, hein. Mais d'avoir pris le corps de cet être pur qui lui a pardonné dans son dernier souffle en lui disant combien même tu as rejeté ton humanité, moi je la verrai encore toujours. Combien même tu es le diable incarné ou un dieu ou quoi que ce soit, tu es cet homme qui est venu, qui a été recueilli chez nous un jour et pour ça, un gentleman. C'est comme ça que c'est le meilleur mot pour le décrire. Voilà. Et c'est pour ça que la blague de la commu Jojo, maintenant que tu vois Jotaro, Joseph, Jonathan le gentleman, qu'est-ce qu'il doit se retourner dans sa tombe quand il voit sa descendance qui est un homme qui a regardé sa mère dans le bain, un qui finit en prison et qui a détruit des burnes. Où est l'héritage de Jonathan à un moment-là? Mais voilà. Je suis sûr qu'il saurait leur trouver un discours bienveillant et bien senti pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu excuses Dio, tu excuses tout le monde. C'est ça le truc. Ah oui, d'accord, oui. Mais c'est pour ça que, d'une certaine façon, j'adore Giorno Giovanna, qui est quand même pour moi une extension un peu de la bonté de Jonathan. Mais ça, tu verras plus tard. Très bien. On passe du coup à la rubrique les recommandations spooky d'octobre. Alors, il faut sachez... C'est le mois d'Halloween. Ouais, c'est le mois d'Halloween, c'est le mois des costumes, et il faut sachez du coup qu'il y a une sortie qui est sortie récemment du coup en librairie. Oui. J'avais très envie de la lire, mais je me suis... Non, je me suis retenu de ça et tout, et c'est pas grave. Et il faut que je vous dise un truc, moi, j'en ai rien à faire du spoil, ça me donne encore plus envie de le lire. Donc je suis peut-être d'avis que tu leur parles même des twists de la chose, parce que je pense que c'est le meilleur argument, ou du moins jusqu'à une scène d'un certain réveil pour potentiellement donner envie. Moi j'ai vraiment tendance à pour moi dire qu'il y a un plot twist, c'est gâcher le plot twist. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors mais parce que la plupart du temps quand on dit il y a un plot twist, après tu fais c'était donc ça le truc. Alors que des fois ça peut être très bien fait. Mais en tout cas, je pense que la recommandation d'Alex, je ne l'ai pas encore lue et je vous dis à quel point pour moi elle est bien. J'ai tellement envie de la lire alors qu'elle m'a tout dit dessus. C'est Human Animals. Est-ce que tu peux nous en parler du coup? Donc je me suis trompée, c'est l'inverse, c'est Animal Human. Ouais. Voilà. Et donc, bon, je te sens quand même un peu salé du fait que je t'ai tout spoilé. Oh non, pas du tout. Okay. Ça me donne tellement envie de lire. Non, mais j'ai vu dans le regard quand même quand je t'ai dit. Et tu m'as fait. Hier, en même temps. T'aurais dû me stopper. Non, oui, mais en fait. Je veux dire un truc, mais tu le racontais si bien le truc parce que j'étais pris en haleine dans l'histoire. Non, en fait, le truc, c'est que ça se goupillait trop bien parce qu'on parlait de ciné et on parlait des tropes de films d'horreur qui nous. Et donc, tu m'as dit qu'une de tes tropes, c'était la perte de l'identité. D'une part de son humanité. Voilà. Et en fait, c'est totalement ce qui. Enfin, du coup, je sais pas si je dois le dire à un moment donné, mais il est question de ça à un moment donné dans cette histoire qui est donc l'histoire d'un père et d'une fille qui ont un accident de voiture et quand ils se réveillent, ils sont accueillis par il y a que le père, accueilli par un cochon. Voilà, il est humanoïde mais avec tête de cochon, machin tout ça. George Orwell se retourne dans sa tombe. Oui. Voilà, donc lui au début, il se dit c'est bizarre qu'il soit costumé, tous ces gens-là, machin et tout. Et en fait, bref, il arrive au repas, on lui présente sa fille, donc autour de la table, il n'y a que des gens en costume d'animaux, donc cerfs, agneaux, il y a de l'herbivore, du carnivore, il y a un petit peu de tout ça, quoi. Et donc sa fille arrive, et on leur sert un bon repas, tout se passe bien, ils sont très en confiance, et au moment où ils disent, on va vous laisser, on va aller à l'hôpital pour voir si ma fille va bien, rentrer chez nous, machin et tout. On leur dit, attendez, je vais vous faire visiter la ferme quand même. Et donc là, ils arrivent donc dans un des hangars de la ferme, et on s'aperçoit qu'en fait, tous ces animaux font un élevage d'humains, pour donc manger leur viande. Voilà, donc ça c'est le plot de départ. Ouais. Après on vous laisse découvrir. Après on vous laissera découvrir, mais effectivement il y a beaucoup de révélations. T'es là genre d'accord. À chaque fois que tu penses que tu t'es fait un avis sur ce que va être l'histoire, le chapitre d'après te fait dire mais non en fait c'est pas du tout ça, c'est pas ça dont on va parler. Voilà, ça il s'est passé ça, maintenant on passe à autre chose. Et donc à chaque fois t'es là genre d'accord, mais en fait du coup c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de ça, des humains, des animaux humains. Enfin bref voilà. Et c'est un peu, je pense, le défaut de sa qualité, parce que, comme je te disais, du coup, j'ai l'impression d'avoir vu tout ce que l'histoire me proposait, donc à voir à la fin, puisqu'on nous a introduit un autre pan de l'histoire, donc à voir si ça peut se renouveler. C'est extrêmement de saison, bien sûr, parce que il y a du suspense, c'est gore, c'est malaisant. Moi, j'avais quand même un peu peur qu'on tombe dans le truc du mais oui, mais bon, vous mangez bien de la viande, vous les humains, et vous posez pas de questions, parce que là, du coup, le plot est un peu inversé. Donc, il y a un peu ce discours à la truelle là, mais bon, pas tant que ça finalement, même si c'est extrêmement bien de se
de se questionner sur sa consommation de viande, hein, il faut se questionner sur nos habitudes, etc. Donc bref, donc moi je trouvais que c'était très de saison. Je le conseille quand même si vous aimez, attention, c'est pour public averti, il y a des scènes qui sont assez gore et graphiques, notamment je t'avais parlé d'une scène entre deux personnages, c'était un peu, j'étais pas prête, mais ok, très bien, surtout que j'ai vu dans le train, donc vraiment j'étais en mode d'accord. Bon bref, voilà quoi, mais donc je le recommande, c'est d'actualité puisque ça vient de sortir et de saison. Eh bien écoutez, je tiens juste à faire un trigger warning, la batterie est en train de clignoter, donc très rapidement, j'en profite pour dire une hot take. Je suis pas si fan de Junji Ito, voilà. Je trouve que c'est le mois d'octobre, mais Junji Ito ne me fait pas glacer le sang. Non, moi non plus. Je lis du Junji Ito, je me dis ok, d'accord, ouais, effectivement c'est dégueu, ouais, effectivement ce scénario est factuellement terrifiant, mais j'en suis pas à avoir le sang qui est glacé, et c'est pour ça que je voulais que tu parles du Man Animal, parce que le simple fait que tu me racontes les choses, là, j'étais mal à l'aise. Ouais, bien sûr. Effectivement, moi sur Junji Ito, moi je te rejoins. J'ai essayé, mon dieu que j'ai essayé. J'ai acheté Tomie, j'ai acheté Spiral, je sais plus ce que j'ai acheté quoi d'autre. Je n'arrive pas à les finir, je n'y arrive pas. Ça ne marche pas sur moi, ça ne me fait pas peur. Je ne suis pas non plus prise dans les histoires. Le seul éventuellement que je pourrais recommander, je l'avais mise dans ma liste, mais bon voilà, ça serait donc Gyo, G-Y-O. Parce que ça touche un truc que moi j'aime beaucoup dans les films d'horreur, c'est-à-dire les animaux un peu mutants, dégueulasses, vous voyez. Donc là, c'est des histoires de poissons qui sortent qui ont des pattes qui leur poussent et ils sortent de l'eau. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu la boucherie. Mais en gros, c'est vraiment le seul Junji Ito que j'ai pu finir et que j'ai à peu près apprécié. Mais sinon, non, je partage ta hot take. Pour moi, Junji Ito, c'est un non. Voilà. J'en profite aussi pour parler du coup de mes potentielles recommandations, maintenant que j'ai fait un petit hot take. Il se trouve que moi, le manga d'horreur ne fonctionne pas trop sur moi. Ce qui fonctionne beaucoup plus sur moi, c'est le manga thriller, genre Monster, où là vraiment, ou 20th Century Boys, où j'ai des moments où je me suis retrouvé en train de crier face à mon manga. Mais j'aimerais bien quand même parler de certains mangas qui m'ont quand même choqué, à savoir... J'en ai pas, je suis en train de chercher. Ah d'accord, ok. T'étais tellement bien parti. Je sais, je n'en ai pas. Cependant, j'aimerais vous faire une recommandation, c'est un classique du manga. On pourrait considérer que c'est de l'horreur, mais en fait pour moi c'est dans mon top 5 déjà de manga préféré. Je crois même qu'il est dans mon top 3, à savoir Devilman. Et je vous parle pas seulement de la version Crybaby de Netflix, je vous parle de la version manga. Regardez le dessin, je vous mets des planches là, c'est incroyable. Go Nagai, il a créé le monde du manga. Avec, il y a eu Tezuka, et il y a l'enfant terrible du manga, Go Nagai. Celui qui a dit, ok, le manga, ce sera pas Castro Boy, ce sera aussi des démons. Voilà, avec un bestiaire qu'on retrouve dans Berserk, avec un antagoniste lumineux qui inspirera donc Dio, qui inspirera Griffiths, qui inspirera tous les autres. C'est vraiment la base de tout. Et j'avais fait une longue vidéo du coup sur Go Nagai que vous pouvez retrouver dans mon format Génalo Manga sur YouTube. Mais vraiment, ma recommandation d'Halloween, lisez le manga Devilman. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode spécial un peu Halloween, à un certain moment quand même du podcast. Bien entendu, on se revoit le mois prochain pour de nouvelles actualités et de nouvelles recommandations. C'était Gatsu Sensei. Et la vague manga. Alexia, la vague manga. Je la coterai pas celle-là. Non, mais vraiment, des fois j'ai l'impression que je suis spectatrice du truc là, genre... Trop bien. Je suis contente d'être là. Vous êtes la génération terrible et n'oubliez pas, vous avez 4 heures. Tu es un tigre. Tu es un tigre.